14h05. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle séance du webinaire Les rendez-vous de la classe dehors, qui porte aujourd'hui sur la thématique de la politique de la ville et de la classe dehors, le plein air dans les QPV. Donc, pour rappel, les rendez-vous de la classe dehors, c'est donc un webinaire mensuel sur la thématique de l'éducation dehors, qui est gratuit, ouvert à toutes et tous, que la FAPEDA organise depuis 2021. C'est un webinaire qui vise à mettre en lien les personnes et à présenter différents projets, initiatives, aussi bien par des associatifs, des agents de collectivité, des chercheurs ou chercheuses, pour chacune avec une entrée thématique. Ces webinaires, ils sont disponibles, comme on vient de le dire, en replay sur la chaîne YouTube de la Fabrique des communs pédagogiques. Vous pourrez les revisionner par la suite ou visionner ceux que vous auriez loupés auparavant. Le prochain webinaire, je me dois aussi de vous le dire, il sera un petit peu différent des webinaires prochains, notamment en ce qui concerne les horaires, puisque c'est un webinaire qui sera dédié à la classe dehors au Japon. Et donc, il sera un petit peu plus long, il prendra plutôt la forme d'un séminaire de travail. Et puis, pour matcher avec les horaires japonaises, on a dû faire le choix de le placer plutôt en matinée. Il me semble que c'est 9h30, 12h30, si je ne me trompe pas. Vous aurez de toute façon les infos précises dans un mail. Et voilà, le prochain portera sur la classe de l'art au Japon, et puis celui du mois de juin sera sur la thématique de l'art de rue, le théâtre, le lien entre classe dehors et art dans l'espace public. Pour ce webinaire du jour, donc on va parler du sujet de la politique de la ville, la classe dehors dans les quartiers politiques de la ville. On accueille pour ça Chloé Besson, qui est coordinatrice REP à Bagnolet, ainsi que Fabio, qui est le directeur pédagogique du Moulin Nature, une association qui est basée à proximité de Mulhouse, que Fabio nous présentera en détail. Une dernière chose à vous dire avant de laisser la parole à nos deux co-intervenants. Ces webinaires, ils sont organisés quasiment gratuitement, enfin sans financement, donc tout soutien ou don que vous pourrez faire pour contribuer à l'organisation de ces webinaires sera extrêmement précieux. Donc Benjamin vous a déjà partagé le lien, mais je le remets tout de suite pour faire un don à la Fabrique des communs pédagogiques pour soutenir l'organisation de ces webinaires. Ça se passe ici. Et puis sans trop tarder, si ça te va, Chloé, je te propose d'intervenir en premier pour nous raconter les projets de classe dehors qui sont développés sur la circonscription de Bagnolet. Bonjour à tous. On m'entend bien, ça va? J'ai enlevé le micro. Alors, je me présente, je suis Chloé Besson, je coordonne les deux réseaux d'éducation prioritaire à Bagnolet. Donc, je suis dans le jargon Cordorep. Je suis un personnel éducation nationale, je suis une ancienne professeure des écoles et directrice d'école. Et donc, maintenant, j'occupe ces fonctions. Alors, je vais vous parler de la classe dehors à Bagnolet. Il y a plusieurs choses à dire, mais on va commencer à parler de quelques éléments de contexte. Donc, je veux bien que tu passes à la slide d'après. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça y est, ça fonctionne. Super, super. Alors, Bagnolet, c'est une commune donc du 93 en Seine-Saint-Denis, dans l'Est parisien. Donc, c'est une ville qui est quasiment, pas en totalité, mais pas mal en QPV. Et justement, on peut se dire quartier prioritaire politique de la ville, c'est leur petit nom, QPV. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça signifie? En fait, on est en QPV lorsque on a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que c'est un quartier défavorisé, donc le revenu médian, les catégories socio-professionnelles, et ça va être aussi en lien avec le logement. Et donc, ça, en fait, ça permet d'analyser les territoires. C'est très, très fin. C'est-à-dire que l'État met en place une grille avec l'INSEE, etc., pour découper toutes les zones de France et voir quels sont les quartiers, les zones qui ont le plus de difficultés. Et le fait d'être en quartier prioritaire politique de la ville, ça va donner le droit à un contrat de ville et ça va donner le droit à des financements. Et donc, c'est un moyen de compenser finalement les inégalités qui sont présentes sur un territoire en apportant des financements. Donc, il s'appelle contrat de ville et ou qu'on appelle aussi la politique de la ville. Voilà, donc c'est un moyen pour l'État. Donc, c'est la préfecture qui va financer des projets dans le cadre d'un appel à projet.
qui est national, hein, qui est sur tout le territoire français et qui va permettre d'apporter des financements pour des projets portés notamment par toutes les structures type associatives et aussi institutionnelles. Alors, revenons à Bagnolet. Donc, je vous ai mis une petite photo sympathique de l'échangeur, en fait, qui est l'entrée de l'autoroute A3, qui est à Porte de Bagnolet. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, ce territoire, il est coupé en fait par cette autoroute. Donc, il y a le Bagnolet en dessous et au-dessus de l'A3. C'est aussi la carte que vous avez à côté où on voit l'A3 passer au milieu et ces fameuses zones en bleu qui sont des zones de QPV. Voilà. Donc voilà, avec un grand QPV qui s'appelle Plateau Malassilanou, qui recouvre 3, on va dire, réalités de terrain différentes, et la capsulerie qui est un tout petit quartier prioritaire politique de la ville, mais qui est le plus pauvre d'Est Ensemble, qui est notre intercommunalité. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire aussi au niveau de l'éducation nationale, c'est que les 2 collèges publics sont en réseau d'éducation prioritaire. Dans la ville, il y a 19 écoles et il y en a 16 qui sont en réseau d'éducation prioritaire. Donc voilà, la grande majorité, il y a 1 école élémentaire et 2 écoles maternelles qui sont en dehors de ces QPV, de ces zones, et qui sont plus proches des lilas, mais tout le reste est en éducation prioritaire. Et quand on est en éducation prioritaire, je fais le lien avec mes fonctions, eh ben, on a un poste de coordination pour faire de la coordination au niveau du réseau d'éducation prioritaire avec l'objectif principal de faire du lien entre et d'assurer une continuité pédagogique et éducative pour les élèves qui passent des écoles au collège et limiter le décrochage scolaire, mais aussi de faire un maillage sur le territoire pour faire réseau autour des élèves et se connaître et travailler entre professionnels, même si on a différentes casquettes, que ce soit associatif, centre de quartier ou éducation nationale. Voilà quelques éléments de contexte. Alors, je propose qu'on passe à la suite et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Alors, là, je vais vous parler d'un projet particulier et qui a un lien fort avec la fabrique des communs pédagogiques, qui est située dans un lieu qui s'appelle Le Sample. C'est un tiers-lieu, donc une ancienne usine et lieu de vente de matériel de son, donc qui s'appelle Le Sample, hein, il y a un lien. Et en fait, la fabrique des communs pédagogiques a une résidence là-bas, alors plus pour très longtemps puisque c'est un bail précaire et donc voilà, c'est un lieu qui est précaire, qui est pas pérenne. C'est en attendant qu'il y ait un projet immobilier sur ces lieux-là. Et donc on a fait le pari de se dire: «Est-ce qu'on peut faire classe dehors dans le jardin d'un tiers-lieu?» Voilà, et donc on a commencé avec une classe volontaire, donc qui est venue chaque semaine au Sample sur un temps. Alors le Sample, je vais peut-être le présenter quand même. Donc le Sample, c'est un lieu maintenant qui a des résidences artistiques et d'artisans. Et qui a une programmation culturelle, d'expositions artistiques. Le week-end, on peut faire la fête au Sample, dans le jardin, et à l'intérieur, il y a un très beau bar. En semaine, quand c'est fermé justement au public, il y a des classes. Le pari, c'était de dire, pourrait y avoir des classes qui viennent utiliser cet espace jardin qui est très agréable. Et voilà, pour rappel, hein, tout à l'heure, je vous ai montré où était l'échangeur, hein, avec une photo aérienne. En fait, le Sample, il est vraiment juste à côté. Voilà, donc on est vraiment dans un endroit entre le périph' et l'autoroute A3. Donc un endroit voilà, où on n'a pas forcément l'idée d'aller faire classe dehors dans cet endroit. Donc c'était un peu le challenge de proposer aux enseignants des écoles à proximité de venir dans cet endroit qui fait un peu usine, qui fait un peu voilà, tiers-lieu, pas forcément pédagogique, et d'en faire justement un support pédagogique. Donc voilà, donc ça a commencé avec une classe et cette année, il y a 4 classes d'une école de proximité qui viennent au Sample pour faire classe dehors. Donc ça demande un peu de coordination puisque c'est pas un lieu comme un parc ou un bois où on y va juste, voilà, en y allant, en prenant place dans cet espace. Il y a un peu de coordination puisqu'il faut, discuter avec le Sample, ouvrir le portail du Sample, et cetera. Comme c'est un moment où c'est pas forcément ouvert au public, c'est fermé au public à ce moment-là. Donc il y a quand même, voilà, un petit travail pour la personne du Sample pour, pouvoir accueillir ces classes. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir en faire évidemment un lieu d'apprentissage.
Alors, on a eu la chance, là, je vous ai mis une photo justement pour que vous puissiez voir. Les élèves sont assis sur un banc en bois. En fait, c'est un amphi qui a été construit par une association locale avec qui a travaillé et qui a fabriqué un espèce d'amphi qui est en plus couvert. Donc, on peut ranger du matériel, on peut s'y installer. Bon, là, on voit des élèves qui travaillent. Les élèves peuvent s'y asseoir. Ça peut être le temps aussi de regroupement, de recenser, de présenter aux élèves. Ils peuvent s'en servir de différentes façons. Donc voilà, donc en plus, il y a un aménagement à l'intérieur du sample qui est propice à la classe dehors. Et je vous ai mis une photo, voilà, c'était la neige, donc c'était la classe dehors sous la neige. Donc voilà, même pour des élèves de CM2, ça restait un temps, voilà, de très bons souvenirs et un temps de découverte d'un élément aussi simple que la neige. Mais à Paris, c'est pas tout le temps, donc là, c'était vraiment une belle occasion d'aller au sample. Voilà, donc je vous propose de continuer, de dérouler. Alors voilà, je voulais vous montrer un petit peu mes outils pour porter ce type de projet. Donc là, c'est la classe dehors dans un tiers-lieu, mais ça pourrait être la classe dehors ailleurs. Donc en tant que coordonnatrice, moi je peux m'appuyer sur ma connaissance du territoire et les partenaires aussi, puisque là c'était la Fabrique des communs pédagogiques qui est venue me chercher. Moi je les connaissais pas. C'est de mettre en lien les écoles, les collèges, bien sûr, enfin tout ce qui est établissement scolaire, avec les partenaires et les lieux. Donc, par exemple, chaque année, quand c'est la semaine, la quinzaine de la classe dehors, en mois de mai, j'essaye de leur proposer un support pour pouvoir aller découvrir des lieux dans Bagnolet, puisqu'il y a d'autres lieux que celui-là pour faire classe dehors, et de les outiller, de leur donner des outils pour pouvoir commencer et essayer tout seul ou avec moi de se lancer et de faire une première expérience de la classe dehors en milieu urbain. Mes outils aussi en tant que coordinatrice, ça va être tout ce qui va être formation. Donc, j'ai réussi à mettre au plan de formation des enseignants pour les cycles 3 heures autour de l'enseigner dehors, dans lequel on a pu travailler sur notamment les cours Oasis, puisqu'à Bagnolet, il y a eu un projet de développement des cours Oasis. Donc, pareil, là, vous voyez une photo d'une cour. Le résultat, il est vraiment très, très chouette. Et donc, l'idée, c'est justement de former les enseignants pour qu'ils puissent s'approprier ces lieux et qu'ils puissent utiliser rien que leurs cours. Parce que on va parler après, je vais vous parler un peu des freins qu'il y a sur notamment les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et voilà, de s'approprier ces lieux comme les cours Oasis. Donc j'essaye de valoriser, donc de faire des articles sur le site de circonscription et de donner à voir et de montrer ce que font les collègues et aussi ce qu'ils peuvent en retirer dans leur pratique pédagogique. Et ensuite, je les accompagne. S'il y a besoin, j'essaye d'être là, de faire le lien avec les partenaires, et de les faire rencontrer aussi les partenaires. Donc, par exemple, on a un forum des partenaires qu'on organise une fois par an. Et on essaye à ce moment-là, évidemment, on invite le sample pour qu'ils puissent y participer et rencontrer aussi d'autres personnes qui, sur une première intention, ne se seraient pas forcément emparées, eu envie de tester la classe dehors. Et alors là, c'est ma dernière slide, mais moi, ça m'est venu après et j'ai envie de vous parler des freins qu'on peut rencontrer, notamment en quartier politique de la ville. Donc, je pensais aux freins des parents qui ont une très forte envie pour leurs enfants d'école stricto sensu, et français, mathématiques, cahiers, écriture, exercices, et qui ont une attente très forte de ce côté-là, parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils apprennent et c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. Et que donc, parfois, les dehors, ils se disent, mais ça sert à quoi? Déjà, nous, on veut pas qu'ils sortent, parce que dehors, ça craint. Ils peuvent faire des mauvaises rencontres, ils peuvent devenir dealers. Voilà, on n'aime pas l'environnement dans lequel on vit, forcément. Il y a des endroits qu'on n'aime pas, et donc on n'a pas forcément envie qu'ils aillent dans le parc en bas de la maison. Donc voilà, donc ça peut être des freins. Donc là, il y a vraiment, là pareil, on accompagne les enseignants pour pouvoir expliquer aux parents et montrer le lien qu'il y a avec les apprentissages, et que ça a du sens et que ça va les aider dans la classe. Mais voilà, ça c'est un frein qui est important et qu'il faut prendre en compte quand on veut se lancer, notamment avec un public prioritaire politique de la ville. Après, il y a le frein des enseignants. Que rencontrent les enseignants, et notamment ça va être alors la météo, voilà, s'adapter à ça, mais ça va être aussi, j'ai des élèves compliqués, ils vont pas m'écouter, je vais pas pouvoir assurer la sécurité. C'est pour ça que les cours Oasis,
c'est un bon moyen pour commencer la classe dehors sur un environnement super safe. J'ai pas besoin d'accompagnateur. Je peux juste m'installer dans la cour et commencer à faire quelque chose dans la cour avant d'aller ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste et qu'on essaye vraiment d'accompagner les collègues sur ces fameuses cours Oasis. Voilà. Et après, il peut y avoir des freins liés au territoire parce qu'effectivement, il y a des endroits où les parcs, ils donnent vraiment pas envie. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça demande de réfléchir à quel lieu on va investir, d'y aller avant, de bien vérifier si on s'y sent, peut-être quels horaires, plutôt le matin que l'après-midi, etc., etc. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je vais m'arrêter là, comme ça, je vais passer la parole. Super. Un grand merci, Chloé, pour cette présentation. On va laisser la parole maintenant à Fabio. Et puis, Fabio va présenter aussi pendant une petite quinzaine de minutes. Et ensuite, n'hésitez pas, même dès maintenant, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On prendra la troisième partie de cette visio pour échanger, répondre aux questions qui seront posées dans le chat ou à voix haute si vous le préférez dans cette troisième partie. À toi, Fabio. Alors, moi, Fabio, et avec Véronique, qui est directrice du Moulin, et puis on va se partager la présentation à deux. C'est Véronique qui démarre. Voilà. Merci Thomas pour faire défiler PowerPoint. Alors juste déjà vous situer, donc le Moulin Nature, on est une association basée dans une ville qui s'appelle Lutterbach, qui est en périphérie de Mulhouse, donc Mulhouse en Alsace, voilà. Et vous dire qu'en fait on a un lieu qui est un grand moulin qui a été retapé il y a à peu près 20-25 ans maintenant, et on a 3 hectares de terrain. On est vraiment tout proche d'une départementale qui arrive sur Mulhouse, voilà. Donc on a 7 minutes par exemple du quartier des Coteaux, qu'on va voir peut-être sur la deuxième slide, où on voit en fait la troisième slide si tu peux, voilà, la slide d'après. Voilà. En fait, voilà. Ouais, c'était celle d'avant. Que ça défile comme ça. Ouais. Voilà. Celle-là, donc on voit notre maison à Lutterbach et on voit notamment qu'on a 2 autres lieux qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville de Mulhouse. Notamment le quartier des Coteaux, c'est plutôt barre d'immeubles des années 60-70. Et puis un autre quartier qui est vraiment au centre-ville. La particularité de Mulhouse, c'est que c'est un territoire QPV à 80% et qu'il y a de la politique de la ville en plein centre-ville. Voilà, c'est pas en périphérie, mais c'est aussi dans le centre et un peu en périphérie. Mais les villes autour de Mulhouse sont pas forcément des villes qui ont des quartiers QPV, enfin, ou très peu, quoi, à la marge. Voilà, pour faire court, hein. Vous dire juste que Mulhouse aussi, en termes de politique de la ville, je vais pas revenir sur ce que tu as déjà expliqué avant, sur les critères, merci Chloé. Mais vous dire quand même que Mulhouse, c'est assez particulier parce que l'Alsace est plutôt une région riche de façon générale, mais Mulhouse, c'est une des villes qui a des quartiers les plus pauvres de France, mais aussi les plus jeunes. Et on a aussi une grande disparité puisqu'on a un des quartiers aussi qui fait partie des plus riches de France. Voilà, donc on a une très grande disparité. Et puis on a la particularité aussi d'avoir l'Allemagne et la Suisse pas très loin qui proposent aussi du job, même sans diplôme, qui peut permettre aussi d'équilibrer un petit peu les problématiques de revenus. Donc, juste vous dire aussi que notre association, en fait, on est La diapo suivante, peut-être? Ouais, sur la diapo suivante, on est un centre d'initiation à la nature et à l'environnement. On est aussi un espace de vie sociale. C'est ce qu'on nomme EVS, donc avec un agrément CAF. On est aussi un organisme de formation certifié Qualiopi et on est aussi une école de la transition écologique labellisée Être. Voilà. Et tout ça pour que sur la slide d'après, j'en arrive à vous dire, voilà, je vous disais qu'on a 2 focales sur 2 quartiers notamment, un à Néper et un au Coteau. Et donc là, on est implanté depuis maintenant plus de 6 ans. On y est 2 fois par semaine, les mercredis, les vendredis, voilà, en périscolaire aussi. On fait aussi de l'aide aux devoirs. Et là, on est vraiment sur une entrée, évidemment, en nature, environnement, mais on est vraiment dans les bords, c'est-à-dire qu'on fait le lien avec les centres sociaux qui sont sur place, avec les travailleurs sociaux. On est vraiment dans ce rôle aussi de médiation.
parce que on a vraiment fait ce chemin-là de se dire que bah, si on voulait transmettre des choses sur l'environnement, de toute façon, il faut partir de là où sont les publics et de leurs besoins. Et des fois, le besoin prioritaire, c'est de trouver un dentiste ou de rencontrer une assistante sociale. Et donc, on est aussi dans la relation vraiment avec les publics. Et donc, bah, il y a des familles qu'on connaît maintenant depuis 6 7 ans et qu'on accompagne. Et du coup, dans ces territoires-là, on essaye vraiment d'avoir une continuité éducative, ce qu'on va voir sur la slide d'après, où on part du public qu'on croise dans les quartiers, mais vu la pluralité de notre action, on est sur un travail aussi auprès des crèches. On a énormément travaillé sur les crèches en QPV notamment pour vraiment acculturer et les professionnels, mais aussi les familles sur l'importance du plein air. Voilà, on va parler du plein air, voilà, plein air et nature, mais plein air déjà en QPV, des fois la nature, elle est assez pauvre en termes de biodiversité, mais déjà sortir, même dans la cour adjacente à la crèche, c'était déjà vraiment un pas. RHLM, c'est réussir hors les murs. C'est un dispositif qu'on a créé qui permet d'accompagner tous les soirs, toutes les semaines, on a 64 enfants qu'on accompagne après la classe sur de l'aide aux devoirs et de l'arpentage nature dans le quartier et aux alentours. Voilà. On a les 2 terrains d'aventure qu'on vient de vous présenter juste avant, donc dans 2 quartiers. Et on a tout ce qu'on fait en milieu scolaire, et donc Fabio va vous présenter ce qu'on fait spécifiquement en faire école dehors, donc ce qu'on appelait FED. On travaille aussi avec les classes passerelles pour faire le lien avec les crèches et l'école. Et on a aussi donc des clubs nature les après-midi. Et puis on va jusqu'au bout parce que comme on a l'école Être, on fait aussi de l'insertion pro, et donc on essaye aussi de repérer les grands. Qui glandent, qui ont plus de job, qui sont un peu perdus, voire qui sont borderline, voilà. Et on essaye de les intégrer dans l'école Être en insertion, et c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Ou sur le dispositif Engage-toi que porte la ville de Mulhouse, des services civiques et des stages BAFA. Voilà. Nous, on essaye d'être hyper cohérents du coup et de les ramener aussi sur notre lieu où là, on a des publics très divers et pas que QPV. Voilà, donc ça c'est vraiment un bout de notre activité, mais je laisse Fabio pour expliquer l'école. Alors, je prends la suite. Sur la diapo suivante, ce préalable, il est important juste pour bien comprendre comment, en s'ancrant sur les territoires, on fait se rencontrer les publics et on peut intervenir sur différents temps de l'enfant et essayer de penser une complémentarité d'action dans le temps long et éducatif. Sur le dispositif Faire école dehors, alors, il existe dans la forme actuelle depuis 2020. On l'avait expérimenté dans le cadre des cités éducatives à partir de 2020. Et il a vraiment pris forme par la suite en 2021. Sur ces 5 ans, donc on vient de faire un travail d'enquête aussi pour faire un bilan de cette action et d'en mesurer l'impact. C'est quand même 181 professionnels, plus de 3000 élèves qui vont de la petite section de maternelle au CM2. Voilà, un nombre de séances conséquent, puisque je vais vous montrer après la maquette détaillée du dispositif par classe. C'est des volumes d'intervention qui sont conséquents. Et on essaye de penser le face-à-face avec les élèves, mais de l'accompagnement, formation des enseignants aussi. Donc voilà, sur 5 ans, c'est vraiment, on a touché énormément de classes, d'élèves et d'enseignants sur tout le territoire, donc avec un fort appui, un vrai soutien de la ville de Mulhouse et des services de l'État. Alors sur la diapo suivante. Voilà, donc un enseignant qui participe, on lance un appel à projet fin d'année scolaire pour la rentrée suivante, va pouvoir bénéficier de 9 journées pleines d'intervention, d'accompagnement à faire école dehors, avec une logique d'alternance tant sur le terrain, ça part de la cour de l'école, les environs proches, on élargit en cercle concentrique pour explorer le territoire, parfois on prend les transports en commun. Mais l'enseignant s'engage dès le début, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans, à expérimenter au cours de cette année des demi-journées ou des journées d'école dehors seul, sans accompagnement d'une ou d'un de mes collègues. L'objectif pour nous, c'est vraiment que l'action se pérennise et qu'une fois passé l'accompagnement, ils poursuivent ce travail-là seuls, qu'ils se sentent suffisamment en confiance et aguerris. Et donc, on les aide à formaliser leur séance, à choisir le lieu, et ils se lancent tout seuls. On propose aussi depuis 2 ans
a été évoquée la question des parents tout à l'heure. Ça reste une vraie clé de la réussite de ces dispositifs-là. On propose 2 sorties, mercredi matin ou samedi, auxquelles sont invités les parents et la fratrie. On découvre un endroit de nature, on vit des activités ensemble, ce qui fait qu'on travaille sur la parentalité aussi. Et derrière, on incite les parents à ressortir, à revisiter ces lieux et à faire de cette pratique-là une habitude. Et enfin, 3 demi-journées d'accompagnement, début, milieu et fin de projet, où on invite les enseignants. C'est à la fois de la formation, c'est du partage de pratiques, c'est de la mutualisation, et l'idée c'est de fédérer un noyau d'enseignants aussi qui s'entraînent parce qu'on se rend bien compte qu'ils ont besoin d'être soutenus pour que l'action se pérennise. Donc ça c'est un élément. Sur leur temps perso. Eh oui, pardon, mais ces 3 demi-journées-là, c'est sur leur temps perso aussi. Mais ils viennent bien volontiers. Et on les invite à venir avec leurs enfants et on leur met nos espaces à disposition. Alors sur la diapo suivante, en maternelle, la maquette est un peu plus réduite, ce sont 8 demi-journées d'intervention. On invite spécifiquement sur 2 séances les familles à venir voir ce qui s'y fait, aussi pour déconstruire toutes ces interrogations, mais est-ce qu'on est bien à l'école, et est-ce qu'on va bien faire le programme? L'enseignant, alors je vais dire enseignante parce que c'est à 95% des femmes, s'engage à faire 2 sorties seules en autonomie, la même maquette de temps d'accompagnement en formation sur leur temps perso. Et on a aussi mentionné le temps de préparation, mais c'est vraiment des gros projets pour nous. Cette année, ce sont 10 classes en élémentaire, 10, 11 en maternelle. On a été jusqu'à 20 classes en élémentaire. Voilà, donc ça fait un volume d'activité vraiment conséquent, mais qui a créé là, pour le coup, une vraie dynamique territoriale. Alors, je propose de passer la diapo suivante pour aller tout de suite à celle d'après. Voilà, ça c'est le temps est compté. On a lancé une enquête là en début d'année. On a recontacté les 144 enseignants qui ont participé sur les 5 années, 30% de retour. L'idée c'était de voir pour nous qu'est-ce qui reste de ce travail-là et qu'est-ce qu'il a pu produire comme effet. Alors, on observe déjà qu'il y a une vraie adhésion. Ça, c'est une première chose qui enfin, qu'on avait déjà mesuré année après année lors des bilans, mais qui était confortée là avec le temps. Sur la diapo suivante, un de nos objectifs, c'est donc la pérennisation de ce travail-là et dans quelle mesure les enseignants continuent de sortir. Et on se rend compte, alors, j'ai pas de photo avant-après, mais qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place quand même. Les enseignants ont découvert des lieux, souvent ils habitent pas le territoire. Donc, ils apprennent où aller, quels sont les lieux que je peux investir. Donc, ils se sentent en confiance. Ces 2 terrains dont on a parlé, dont Véronique a parlé avant, nos 2 terrains d'aventure là, sont des lieux que les classes investissent aussi régulièrement. Il y a même des espaces où les enseignants vont seuls, sans nous. Voilà. Mais donc, en tout cas, on voit qu'il y a une pratique qui se met progressivement en place. Donc, quand on dit une fois par période, c'est une fois entre 2 périodes de congés scolaires. Sur la suivante. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, et c'est l'objectif principal du dispositif, c'est de contribuer à la réussite scolaire des élèves. Et ce que nous partagent les enseignants, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues, mais que là, ils ont formalisé par écrit, c'est l'aspect concret. Voilà, dans le plein air, le corps est engagé, on manipule, on peut bouger, et il y a plein d'enfants qui ont besoin de mettre en action leur corps et d'utiliser leur énergie. Les enfants se découvrent sous un nouveau jour, peuvent être valorisés. Les enseignants nous disent aussi qu'ils voient les enfants différemment. Il y a des vraies incidences sur l'attention, sur la concentration. On nous parle souvent de curiosité aussi. Les enfants posent des questions. Beaucoup d'enfants qui étaient plutôt apathiques, qui subissaient l'école et puis qui là reprennent de l'allant, de l'envie. Et puis le vécu commun, voilà, l'apprentissage, on met du lexique en situation, mais les enfants partagent une expérience commune aussi sur laquelle l'enseignant ensuite peut retravailler de retour en classe. Voilà, quelques chiffres, voilà, mais c'est des choses que je vous Le dis. slide d'après, Thomas. Ah oui, pardon. Je fais défiler en même temps chez moi le PowerPoint, pardon. Donc, quelques chiffres sur l'enquête, mais voilà, le comportement des élèves. Souvent, il faut un peu de temps. Je vous disais, c'est 9 journées d'intervention en élémentaire. Les collègues me disent, il faut 3, 4 séances
pour que les enfants s'approprient la maquette, les rituels, rentrent dans ces nouvelles pratiques, acquièrent de la confiance, souvent que l'enseignant se détende aussi, parce qu'il est moins en maîtrise de l'espace et il y a de l'inquiétude. Et là, 3, 4 séances, il y a un point de bascule et les enfants ont intégré le séquençage, la gestion du matériel, les déplacements. Et là, il y a une vraie dynamique qui se met en place et qui profite au climat de travail de retour en classe. Je rajoute aussi que Mulhouse, c'est 139 nationalités, on a beaucoup de primo-arrivants. Donc, il y a un vrai bénéfice sur la question de l'oralité, du langage, de l'acquisition de vocabulaire. En fait, tout est prétexte à oralisation. Et à la différence d'une salle de classe où on lève la main pour parler et c'est à tour de rôle, là, la parole, elle est beaucoup plus fluide, elle circule davantage. Et il y a plein de d'occasions, comme on est souvent en atelier, pour chaque enfant de prendre la parole. Alors, on peut continuer sur la suivante. Alors, aujourd'hui, il y a plein de formes d'écoles, de pratiques de l'école dehors. Nous, on se rend compte qu'il y a besoin pour amorcer la dynamique, pour se sentir en confiance, pour être épaulé d'un accompagnement. Et nous, on défend le fait de pouvoir le pérenniser et continuer ça. Et ce que nous disent les enseignants, c'est sous plusieurs aspects, mais il y a une plus-value pédagogique. Ça veut dire que conduire une classe dehors, c'est pas la même chose. Gérer un groupe, ça s'apprend pas à l'INSPE dans les formations initiales. Construire des séances, travailler en atelier, là il y a une plus-value de par le travail de mes collègues. On va y ajouter l'apport technique et naturaliste, qui souvent fait défaut, je vais pas généraliser, mais chez beaucoup d'enseignants. On a la chance souvent d'avoir du matériel, un peu de logistique, et surtout d'avoir un adulte en plus, ça fait quand même la différence. Je rajoute que dans la maquette du dispositif sur la question du matériel, pour que le projet se pérennise, on a aussi inclus dans notre budget un volet matériel qui reste au sein de l'école. Des ouvrages, des jumelles, des loupes, des boîtes de prélèvement, une grande couverture pour pouvoir s'asseoir par terre, se mettre au sol. Matériel qui reste au bénéfice de l'école et pas que l'enseignant qui a fait le projet, mais l'ensemble de ses collègues. Et donc ça, c'est des petites choses. Maintenant, on se rend compte au fil des années qu'il y a quelque chose qui est bien intégré, qui fonctionne. Alors rapidement, il reste quelques slides. Ça reste un pilier important pour nous, le lien, la connaissance de la nature, et on voit que les lignes, elles bougent vraiment. On entend les enfants parler, c'est limpide. Alors on pourra nous dire aussi que très souvent en milieu urbain, le lien à la nature, la relation est très limitée, donc forcément les connaissances ne peuvent qu'exploser, mais n'empêche que ça évolue vraiment. Les enseignants font souvent les 100 mots, les 100 mots de la nature, passer quelques mois, ils les atteignent très facilement par exemple. Mm. Euh, Juste là, ils disent quoi? tac, pardon, Ils ouais. notent tous entre 5 et 10, quoi. Oui, Il y a il y a personne au moins zéro rien, il y a rien en dessous de 5, ouais, c'est ça. dans cette slide. Donc les lignes, elles bougent. Impact observé sur la diapo suivante. Les enseignants nous disent que les élèves apprennent mieux, qu'en termes de capacité cognitive, il y a des vraies évolutions. Je vous parlais de la mise en question, de l'interrogation, la question de l'esprit critique qui pour nous est importante. Beaucoup d'enfants qui parlent, qui osent s'exprimer au sein de la classe, c'est pas simple. Dehors, la parole est beaucoup plus partagée. La question des compétences psychosociales, ça c'est un vrai enjeu. On sort dehors toute l'année, par tous les temps, et on voit bien la petite pluie, les grands froids parfois, porter le matériel, marcher, il y a des vraies solidarités. La question des vêtements. Beaucoup d'enfants sont pas nécessairement bien équipés. Les enfants se partagent des vêtements. Mes collègues en ramènent aussi une paire de gants, des bonnets, histoire de faciliter la sortie et qu'ils puissent s'en profiter. Voilà, l'inclusion. Voilà, on essaie vraiment de faire de la place pour tous les enfants. Les différences, pas complètement, ont tendance à se gommer. Et puis le bien-être, le plaisir, l'engagement, le jeu, voilà, j'ai pas le temps de tout décliner, il y a des questions d'exploration libre, et derrière tout ça, au bénéfice d'enjeux de santé qui sont énormes. Voilà, on pourrait faire un webinaire là-dessus, sur les indicateurs de santé chez les enfants et la jeunesse à Mulhouse. Donc là, il y a des vrais besoins aussi d'engagement physique, ça vient nourrir ces besoins-là aussi.
Alors, on approche de la fin, la dernière diapo. Voilà, c'est apprendre autrement, c'est faire ensemble, c'est prendre la place dans le quartier aussi. C'est important de voir des enfants, ça participe de la vie d'un territoire. Ça vient nourrir le climat scolaire. Il y a des vrais bénéfices, les enseignants nous disent, dans la cour de récré, on est capable de reconnaître les enfants qui font école dehors. Des évolutions sur la question de la considération des enjeux écologiques, voilà, de l'éco-citoyenneté. Et puis quelque chose de plus profond qu'on partage pleinement avec l'école, qui est l'esprit critique, les valeurs républicaines. Voilà, prendre le temps de poser des questions, de chercher, de construire des raisonnements, des réponses et de travailler collectivement. Voilà, c'est très condensé. J'espère que c'était compréhensible. Juste, peut-être juste ajouter quelque chose. Je sais pas s'il y a des collectivités autour dans le webinaire, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que il y a beaucoup d'enseignants qui connaissent très peu en fait les espaces de nature autour de l'école, parce que souvent les enseignants ils choisissent pas forcément de vivre dans le QPV dans lequel ils enseignent. Hein. Voilà, ils habitent un peu plus loin, et donc ça a été vraiment intéressant parce qu'en même temps ils ont découvert des espaces de nature tout proches de l'école. Voilà, et ça on insiste vraiment là-dessus. Et puis par ailleurs, par rapport à la collectivité, on a eu un vrai partenariat, un vrai cheminement aussi sur la question de la nature en ville. Et je pense vraiment que ce dispositif, en plus des terrains d'aventure, ça a permis vraiment de faire réfléchir les élus et les techniciens sur la question de sanctuariser en tout cas des espaces de nature sans trop les maîtriser, les guider, accepter des cabanes de briquet de broc dans les espaces de des terrains d'aventure et se rendre compte que les écoles y retournent, etc. C'est vraiment une plus-value. On sent que là, ça bouge dans les services et ça bouge chez les élus sur ces questions. Super, merci à vous deux pour cette présentation, ce propos super inspirant. Il nous reste une petite vingtaine de minutes ensemble pour échanger et rebondir sur ce qui a été dit. Il y a déjà eu deux petites questions dans le chat, une pour Chloé, une pour vous, Fabio. Chloé demande, Yvette, pardon, demande à Chloé si la formation de circonscription pour la classe dehors avait été aussi proposée au cycle 2 et 1. Je te laisserai répondre rapidement, Chloé. Et puis Francesca Riva à Marseille pour l'association 3-2-1 qui demande au modérateur s'il y a la possibilité de récupérer les résultats de cette enquête pour outiller ce qui se passe à Marseille. Et je vous laisse répondre et puis n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Ouais. Sur les formations, on est sur la même maquette en élémentaire et en maternelle. Il y a aussi les 3 demi-journées de formation qui sont proposées, auxquelles les enseignants viennent en nombre. Et en complément, là, comme ça, dans cette espèce d'écosystème de projet qu'on développe, ma collègue Julie, qui est responsable du pôle scolaire, intervient aussi en partenariat avec l'OCCE sur des formations plus largement à l'échelle du département pour faire école dehors. Peut-être qui était enseignante aussi. Ouais, collègue qui est enseignante de formation aussi, ce qui nous soutient et nous aide grandement aussi. Mais donc il y a cette dynamique-là aussi qui vient compléter notre travail et qui apporte une légitimité aussi supplémentaire. Ça, c'est important. Donc formation en élémentaire et en maternelle, oui, tout à fait. Moi, je répondrais bien sur la question des parents, parce que je vois qu'il y a... Alors, c'est pas évident, hein, les parents ont fait un gros boulot, mais on a énormément travaillé en interne sur ces questions-là, comment on implique les parents. Donc, on a toujours fait des présentations en amont, on implique bien les enseignants, comme le disait Fabio, voilà, il y a vraiment un engagement des enseignants, et ça, c'est vraiment posé et porté par la ville. La ville, elle lance l'appel à projet, en général, là, fin avril, début mai, enfin, voilà, en mai. Fin mai, ouais. Il est dit clairement qu'il y a tout cet engagement. Donc, on partage quand même vraiment cette vision. Et les parents, ben, on le voit déjà sur nos terrains quand ils viennent, ou on le voit sur les terrains d'aventure. Il y a, ça commence vraiment à parler maintenant. Et ce que disent les collègues, c'est qu'il y a de plus en plus de parents qui participent. Ça n'a pas toujours été facile.
Mais là, vraiment, de plus en plus. Et puis, comme voilà, les parents ont pu voir la classe l'an dernier dans la même école qui sortait, voilà, les éléments, les mots passent. Et puis, comme on a le lien avec le terrain d'aventure, on est aussi plus connu. On a vraiment travaillé sur la question de l'écologie populaire pour rendre ça vraiment accessible et sortir de l'écologie bobo, blanche entre soi, pour arriver vraiment à quelque chose où c'est avec une entrée beaucoup santé, bien-être, plaisir, réussite quoi, de l'enfant. Voilà. Et là, on voit vraiment les résultats aujourd'hui. Et puis, vous mettre à disposition le PowerPoint, l'enquête avec plaisir. Voilà, on peut vous donner voilà, l'adresse de Fabio ou de Julie qui coordonne Julie qui coordonne le projet d'école d'heure pouvait pas être là cet après-midi, mais voilà, elle est vraiment responsable du pôle scolaire. Et puis je peux continuer sur compléter sur la formation aussi. Donc oui, là, cette année, on a fait les cycles 3 parce que le plan de formation des enseignants est très contraint. Et donc réussir à se dégager du temps pour parler de l'enseignement dehors, voilà, ça se négocie avec notre inspecteur. Et donc cette année, on a fait le cycle 3. Mais oui, cette formation, c'est l'objectif, c'est de la décliner sur les 3 cycles. Et je dirais que comme pour l'association Moulin Nature, euh, nous aussi, en fait, en fait, cette formation, elle peut se décliner sur les 3 cycles. Voilà, on l'a co-conçue avec une conseillère pédagogique et un chargé de mission éducation et développement durable. Et on s'est appuyé aussi sur tout ce qu'on a fait avec la fabrique des communs pédagogiques. Et voilà, elle se décline sur les 3 niveaux, sur les 3 cycles du premier degré. J'ai vu qu'il y avait une question sur le budget. Alors évidemment, nous, notre projet, il coûte cher, hein. Et là, on a un vrai soutien de la ville de Mulhouse qui s'est vraiment engagée depuis le départ et de la sous-préfecture de Mulhouse, donc de la politique de la ville. Et à ce jour, c'est un cofinancement 50-50 de la ville et de l'État sur ce dispositif. Voilà. En gros, on a estimé, je crois qu'on n'est pas loin de 7 000 € par classe, quand on prend tout, hein, la coordination, le matériel qui est laissé aux écoles et qui reste, les séances, la cordo, la prépa et les temps de formation avec les enseignants. Quand on réunit tous les enseignants 3 fois par an, il faut imaginer donc qu'il y a 10 ou 15 classes, on a même été jusqu'à 20 classes, là je parle que de l'élémentaire, ça fait 20 enseignants, plus potentiellement 10 à 12 animateurs de chez nous, qui ont chacun en moyenne 2, des fois 3 classes, mais jamais rarement plus. Donc ça fait beaucoup de monde qui échange, et c'est vraiment un moment aussi où les enseignants partagent aussi de l'info. Enfin, nous, on anime aussi ce réseau-là, après, d'enseignants. Voilà. Donc, voilà, c'est à peu près 7 000 € par classe, quoi. Si je le fais. Sinon. Et je Et me permets. Vas-y, Chloé, vas-y. oh, bah, je voyais la question sur faire de la végétalisation et de l'occupation citoyenne des espaces en friche au pied des immeubles. Bah oui, les contrats de ville, ça peut servir à financer ce type de projet. Voilà. Après, est-ce que c'est des financements spécifiques? Je ne sais pas. Il y a plusieurs enveloppes. Mais en tout cas, oui, clairement, s'il y a des habitants qui se réunissent ou une structure qui est présente sur le territoire et qui souhaitent qui voient le besoin et qui souhaitent déposer des projets, c'est tout à fait des projets qui sont financés par les contrats de ville. Voilà, je vais juste ajouter sur la question des parents. Nous, notre luxe, j'allais presque dire, c'est le temps long. C'est-à-dire que notre maquette, on a eu le temps de la faire évoluer, de l'ajuster. Les sorties parents, la première année, ça a marché moyennement, parce que naïvement, on en a mis l'une ou l'autre aussi en novembre-décembre. Et dès qu'il fait froid, dès qu'il pleut, c'est rédhibitoire. Et du coup, on a revu notre fenêtre de tir. On a pris le temps de mieux communiquer avec l'enseignant pour que l'info passe largement et en amont et de la rappeler plusieurs fois aux parents. Et là, maintenant, on a vu la fréquentation de ces sorties-là, elle a augmenté aussi. Et on essaie de plus en plus de faire du lien avec les différents projets qu'on mène. Et ça fait une espèce de résonance là qui profite à la relation et qui fait que les parents se sentent en confiance. Je pense que c'est vraiment un des gros enjeux, c'est de gagner la confiance des parents. Ils sont pour beaucoup, ils peinent de base à franchir le portail de l'école. Les enseignants nous disent qu'ils sont souvent en difficulté pour les rencontrer. Donc il faut du temps. Il faut du temps, il faut du temps, et nous maintenant, on a cette chance-là d'avoir pu construire ça année après année. Là, je vois des questions autour
De l'écologie populaire, alors c'est intéressant parce qu'hier on formait sur une journée un centre social de Mulhouse, justement autour de ces questions-là, de ces enjeux-là, et vraiment nous on explique, enfin bon, il y a une enquête que j'ai lue là qui s'appelle Get Up, qui a été faite en Seine-Saint-Denis auprès de 1000 jeunes sur les questions d'écologie. Bon, voilà, enfin je veux dire, quand même rappeler que dans les quartiers populaires, c'est les plus impactés par le réchauffement climatique, c'est quand même important de le dire. Enfin, vous avez expliqué Bagnolet, voilà, on peut parler, j'imagine, pollution de l'air sans problème, mais il y a aussi l'alimentation. Quand on n'a pas d'argent, on n'achète pas bio, on n'achète pas, on achète ce qui est de moins cher, et malheureusement, ce qui est moins cher, c'est souvent le transformé, quoi. Donc il y a vraiment des grands enjeux sur l'alimentation, la santé, et nous on le voit sur Mulhouse, hein, on a des chiffres vraiment assez terribles, et là ben, les services sont aussi en alerte sur les enjeux d'alimentation sur la ville de Mulhouse. Pas Euh, soit. voilà, bah oui, et puis même la réussite. Je veux dire, n'oublions pas parce qu'on c'est passé un petit peu, mais juste avant le Covid, il y avait vraiment cette étude qui était sortie sur le manque de nature et qui montrait quand même qu'il y avait des apports aussi en lien avec les capacités cognitives des enfants, c'est-à-dire que se mettre en mouvement, avoir enfin s'aérer, bref, tout ça participe et contribue à la réussite de l'élève. Voilà. Et nous, on le vérifie. Et puis, on a quand même des grandes problématiques d'enfants avec des grandes difficultés, des enjeux de santé mentale, des enjeux aussi d'inclusivité dans les écoles. On sait que c'est très dur parfois pour les enseignants. On rajoute à ça les problématiques des enjeux de migration qui font qu'on a beaucoup de gens aussi qui sont pas forcément en maîtrise de la langue. C'est quand même très difficile pour les classes, enfin pour les enseignants. Et donc c'est vraiment un grand bol d'air frais d'avoir évidemment une deuxième personne, mais ça on le souhaiterait tous et voilà, évidemment ça coûte beaucoup d'argent, mais aussi de voir autrement la classe et de se dire qu'une réponse à certains élèves, c'est d'être en mouvement et d'être dehors, ce que c'est ce qu'expliquait pardon, Fabio, c'est vraiment aussi une plus-value, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc l'écologie populaire, moi je crois que en gros, c'est de se dire que assumer que ben il y a un moment donné, on s'intéresse aussi beaucoup aux humains et que l'écologie populaire, peut-être que sa finalité, en tout cas dans un premier temps, c'est d'avoir des récits positifs et solidaires, hein, de s'imaginer que si jamais vraiment on rentre dans une période d'anthropocène, on va pas tous s'entretuer, mais qu'on va être solidaires et donc commençons dès maintenant. Ça serait peut-être intéressant. Et puis que on doit aussi veiller à ce que les gens vivent bien le mieux possible et puis de les sensibiliser tôt. Mais on peut pas avoir, enfin moi je trouve, hein, on peut pas vivre avec ces inégalités-là et parler d'écologie et avoir un angle juste biodiversité par exemple sans se soucier de comment, enfin voilà, comment tout ça s'ajuste et comment on réfléchit aussi à quelque chose de plus juste, plus égalitaire, et puis ça résonne avec nos valeurs républicaines et puis avec les actualités politiques. Je trouve que c'est pas inintéressant de faire un peu d'écologie populaire en ce moment. Super, encore merci. Et une dernière question sur est-ce qu'il y a un équivalent de la nature dans le secondaire. Peut-être que Chloé, tu voudras rebondir aussi sur conception de l'écologie populaire. Il nous reste quelques minutes ensemble. Projet dans le secondaire, mais c'est compliqué en termes de financement pour nous aujourd'hui. On a expérimenté des maquettes à destination de ces jeunes qu'on appelle les décrocheurs. C'est pas très joli comme nom, mais on a appelé ça les décrocheurs de lune, une maquette de 5 demi-journées qu'on a expérimenté dans l'un ou l'autre établissement, où on va privilégier la mise en mouvement de la main, des chantiers en plein air, des approches plus sportives et dynamiques avec plutôt des objectifs de remobilisation, de regain de confiance en soi et de remise en selle avec des enfants de différentes classes. On a des formats d'intervention assez restreints, on aimerait bien les développer. Pour l'instant, ça reste on n'a pas de dispositif d'ampleur comme en élémentaire. Mm. Et Et par c'est- rapport et par rapport au dispositif ACT, vous on connaît connaissez pas. pas. Ok. Non. C'est l'accueil des collégiens temporairement exclus. Ah,
Oui, bah, Ok. il y a des choses, ouais. Oui, oui, bah là, il y a des choses sur notre territoire, mais là, il y a des assos qui sont enfin, qui, voilà, qui se sont emparés de la question. Nous, on travaille beaucoup avec la PJJ, on travaille, voilà, on a fait quelques dispositifs, on a bossé avec des CPE, des collèges. Donc voilà, la partie décrocheur, mais sur des classes entières, la difficulté, c'est comme avec les lycées, c'est-à-dire que comme ils changent d'enseignants toutes les heures, on ne peut pas construire quelque chose comme on le fait en élémentaire, quoi. Mhm. Par contre, on a mesuré, on l'a pas mis, mais on a mesuré qu'on a pas mal d'enfants des écoles dehors qu'on retrouve dans les collèges engagés Comme éco-délégué. comme éco-délégués, ouais. Ça, c'est vraiment chouette. Mm. Et je me permets juste un petit mot encore 2 minutes, mais dans les bénéfices du projet, on l'a pas quantifié, mais on a quand même beaucoup de témoignages d'enseignants, parce qu'on a la focale sur les enfants, sur les parents, mais les enseignants, c'est vraiment important. Et ils sont nombreux à partager le plaisir qu'ils ont, qu'ils retrouvent pour certains à faire classe. Il y a quelque chose d'une remobilisation, d'un regain d'énergie, de sens à leur travail et d'un espace de liberté. Ils sont nombreux en fin d'année chaque fois à reprendre cette même expression, à nous dire mais on a lâché prise. Je me détends un peu vis-à-vis de l'institution, des obligations, des programmes. Je me fais plus confiance, je suis plus à l'écoute des besoins des enfants et des élèves et des enseignants, pardon, qui vraiment parlent de regain de motivation. Et ils sont nombreux à partager ça. Peut-être que je peux rebondir. Je dirais que c'est pareil sur le temps de formation. En fait, même les enseignants n'ont pas très envie de venir en formation, hein, globalement, sur les 18 heures qu'ils ont, hein, dans le premier degré. Ils viennent à reculons, voilà. Mais sur la formation enseignée dehors, il y a même des enseignants qui sont venus en plus. Donc, je pense que c'est quelque chose qui leur parle. Après, il y a beaucoup de freins, hein, et donc, voilà, le fait d'avoir une structure qui peut les accompagner sur le territoire, bah, je pense qu'effectivement, ça change tout. Mais en tout cas, même sur un territoire où on n'a pas forcément du tout l'équivalent et qu'on peut que les accompagner à la marge, il y a quand même ils viennent chercher quelque chose et ils viennent chercher ça. C'est-à-dire, ils viennent chercher aussi le fait de retrouver une certaine forme d'ouverture, de se faire confiance, de lâcher prise. Voilà, ça ressort, hein, quand on est en fin de formation et qu'on fait un peu le point sur ce que, voilà, pour eux, où ils en sont. C'est ça qui ressort, même si voilà, les freins de la sécurité des élèves, voilà, bon, un certain nombre de choses, de pas maîtriser ce qui se passe, fait que c'est compliqué d'y aller et d'oser le faire. Mm. Ouais. Excellent, bah, très bonne conclusion. Il nous reste 3 minutes pour déjà vous remercier très chaleureusement, Chloé, Fabio, le Moulin Nature, pour vos interventions aujourd'hui. Un grand merci aussi à Julien pour le soutien technique dans l'organisation de la vidéo et pour la préparation. Vous dire aussi que ce webinaire il sera dispo en replay gratuitement sur la chaîne YouTube. Vous le retrouverez dans quelques jours. Rappelez aussi la possibilité de faire un don pour soutenir l'association, un don mensuel ou un don euh, en une fois, comme vous le souhaitez, mais c'est essentiel pour aider à pérenniser ce dispositif. Et puis 2, 3 petites infos à vous passer. Nous, la Fabrique des communs pédagogiques, on va formaliser la coalition classe dehors, éduquer dehors, qu'on a animée de manière assez informelle depuis quelques années. Et en ce moment, on a commencé à entamer des discussions avec les associations membres de cette coalition pour agir ensemble, pouvoir se partager des communs dans la conversation. Lorenzo évoquait cet enjeu central, en tout cas qui pour nous est crucial, l'enjeu des communs, donc arriver à formaliser ce mode d'action en coalition et autour des communs. Dire aussi que la FAPEDA, elle anime un club des collectivités pour l'éducation dehors et les villes à hauteur d'enfants, donc il fera aussi le lien avec ces questions. J'ai vu que pas mal de collectivités étaient présentes aujourd'hui, donc pour les collectivités qui souhaiteraient pareil, travailler ces sujets, avancer en lien et en communauté avec d'autres collectivités. Ce club est fait pour ça, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour avoir plus d'infos et puis pour pouvoir voilà, tout simplement être associé à ce club. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à remercier une nouvelle fois tout le monde et on se retrouve pour le prochain webinaire des rendez-vous de la classe dehors. Donc de tête c'est le 13 mai, je crois, autour de la classe dehors au Japon. Merci. Et une très bonne journée à toutes et tous. Eh ben, on a vu qu'il y avait la ville de Mulhouse qui était là. Salut Kim! Voilà. Et voilà.
On souhaite d'avoir des villes qui s'engagent comme à Mulhouse sur l'école dehors. Merci. Tac, tac, tac.